Y a-t-il des opportunités d'investissement sur les small caps françaises? C'est ce qu'on va continuer de regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la sélection pour cette vidéo. Donc, dans la dernière, on s'était arrêté à OB. Là, ça commence vraiment à être des small caps. On va prendre Kaufman et Broad, Nexity, Oneo, Energy Group, Abivax, on touche pas à ça, c'est le Miotech. Groupe Guillain, IDI, les caisses régionales, on met de côté. Laurent Perrier, Quadient et Vaga Energy. Caisse régionale, machin, hop, ça de côté. Et SMCP. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist. On va passer en revue les colonnes. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires ici en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow. Les types de valorisation par rapport aux actifs tangibles, il y a un peu de décote, on va aller voir ça de plus près. Rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, qui est une rentabilité plutôt financière. On va plutôt se concentrer sur le rendement des capitaux investis ici. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, les free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Mais il faut se rappeler que les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut que les free cash flow soient à minima équivalents au bénéfice net pour que ce payout ratio ait un sens. Première entreprise de la liste, c'est Kaufman et Broad. On est sur de la promotion immobilière. Donc pour moi, l'immobilier, c'est plutôt mal goupillé. On est sur un secteur encore, un cycle, un bas de cycle, encore un peu compliqué, hein. Il y a des acteurs qui font faillite comme Capelli. On a des acteurs qui doivent céder des actifs pour se désendetter, hein, Nexity par exemple. Bon, Kaufman et Broad s'en sort pas si mal, hein. On est sur 724 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, là, c'est très faible de décroissance. En soi, c'est déjà un exploit, hein. Et ça se paye très peu cher. 3 en VE sur EBITDA, 13 en PE et 3 en price of free cash flow. Ça, c'est des multiples à la casse, hein. Alors, sur le rendement des capitaux investis, on a 15,4%. Donc, les 15%, c'est quand même très bon comme rentabilité. Et si on accroît l'outil, l'agrégateur qui est Watchlist, l'agrégateur qui est Coifin, on est sur du cash net. Donc, assez solide, hein, comme entreprise. Elle a quasiment 7% de rendement du dividende. Un payout ratio qui a l'air élevé, mais si on regarde les free cash flow, en fait, ils sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, Kaufman et Broad, pourquoi pas? Après, c'est un secteur qui est complètement en difficulté, mais il y a des acteurs qui surnagent. Donc, moi, je me dis que... alors, moi, j'investirai pas dans l'immobilier, hein, parce que j'ai plus une aversion à cette classe d'actifs. Mais si on veut faire de la value, il faut aller sur des dossiers qui sont forcément dans des secteurs un peu compliqués. Donc, Kaufman et Broad, en tout cas, ça sort très bien, d'un point de vue quantitatif, en tout cas. Oneo, donc là, on est sur le spécialiste des bouchons pour le vin. Donc, on est aussi dans un bas de cycle, hein, tout ce qui est vin spiritueux, c'est le ralentissement complet depuis 2023. J'en ai fait les frais sur Pernod Ricard. Bon, en fait, si les clients sont un peu dans la mouise, les fournisseurs aussi, hein, donc Oneo aussi est un peu en difficulté. On est à 703 millions de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Voilà, hein, pas de croissance. On est à 11 en VE sur EBITDA, 22 en PE, 17 en price to cash flow. Moi, je trouve ça relativement cher payé, vu le moment du cycle dans lequel se trouve l'entreprise. 8,7% de rendement des capitaux investis. En revanche, c'est une bonne rentabilité, c'est quand même correct pour une entreprise industrielle. 0,9 fois l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a pas de risque sur le bilan. 3,7% de rendement du dividende avec des free cash flow un peu plus élevés que les bénéfices nets. On doit taper les 65-60% de payout ratio par rapport au free cash flow. Bon, ça reste soutenable, ça reste raisonnable. Donc, Oneo, moi je trouve ça un petit peu trop cher pour que ça soit intéressant à ce stade. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Nexity. Bon, même topo que pour Kaufman et Broad, hein, d'un point de vue contexte. Maintenant, Nexity s'en sort moins bien, hein. On est à 700 millions de dollars de market cap, décroissance un peu plus marquée que Kaufman et Broad parce qu'il y a eu des cessions actifs. 18 en VE sur EBITDA, 3 en price to free cash flow. Bon. Donc là, il se passe quelque chose entre les EBITDA et les free cash flow. Il y a quelque chose qui vient gonfler les free cash flow parce qu'en fait, on n'a pas de résultat opérationnel.
encore moins de résultats nets évidemment. Donc bon, il fallait voir, par quel miracle ils arrivent à avoir des free cash flow aussi élevés. Je pense que c'est compliqué. L'endettement, donc s'il est vraiment à ce niveau-là, il est peut-être pas à ce niveau-là, parce qu'il faut aussi, retraiter les obligations locatives, hein, qui sont inclus dans cette, métrique. Donc il faut quand même aller regarder dans les communiqués de l'entreprise, quel est le vrai niveau d'endettement. Si on est à ce niveau-là, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc même si on n'est pas à ce niveau-là, si on est au-dessus de 3 ou 4 fois l'EBITDA, alors que c'est cyclique et que là, on est un peu dans le fond du cycle, je pense que Nexity, c'est beaucoup trop dangereux pour l'instant. Il vaut mieux s'en tenir à l'écart. Energy Group. Donc là, on est sur les médias. Donc chaîne de radio. Il y a aussi, il y avait la chaîne de télévision. Bon, ça, je crois qu'ils ont perdu la licence. Et il y a surtout une trésorerie pléthorique, hein, sur Energy Group. Alors, 659 millions de dollars de market cap, 3,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bien, on n'est pas en décroissance, hein. Donc, il y a un petit fond de croissance sympathique. 3,5 en VE sur EBITDA, 16 en PE, 12 en price to cash flow. Bon, c'est pas cher, hein. C'est pas très cher. On est à 4% de rendement des capitaux investis. Par contre, c'est pas très rentable. On est sur. Alors, il faut peut-être retraiter, autant pour moi, le rendement des capitaux investis a l'air faible, mais il faut aussi retraiter le cash qu'il y a au bilan, hein. À mon avis, au dénominateur, il faudrait enlever une bonne partie du cash. En fait, l'entreprise, elle a une montagne de cash et en fait, elle a une seule mission maintenant, c'est rendre l'argent aux actionnaires. Donc pour l'instant, elle fait un dividende de 4%. Bon, c'est un payout ratio quand même élevé, hein. 85%, avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets, donc c'est soutenable. Et vu qu'il y a une trésorerie pléthorique, en fait, ils vont continuer à rendre du cash de façon assez énorme aux actionnaires. Maintenant, en fait, la rentabilité n'est pas tip top, hein. Donc, en fait, on est déjà sur un payout ratio élevé, avec un rendement qui en fait, si une boîte qui a autant de cash, elle pourrait, doubler son dividende. Mais en fait, malheureusement, le payout ratio, passerait au-dessus de 100, ce qui est un peu dangereux. Donc je pense qu'ils préfèrent, être conservateurs et garder le cash au bilan et le rendre au fur et à mesure, quoi. Bon, Energy Group, ça peut être bien, c'est pas très volatile, mais ça peut être bien pour un rentier. D'un point de vue value, l'entreprise est dans le fonds France d'indépendance AN, donc il y a un intérêt value. Mais j'ai plus l'impression que ça va être, long, hein, que ça va être, un peu value trap et qu'il faudra attendre, un catalyseur spécifique pour que enfin la valeur de l'entreprise, se révèle au marché. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant comme dossier. Même si, il y a les potentiels d'expansion des multiples évidemment et qu'il y a un dividende en attendant. IDI, donc je suis actionnaire de cette entreprise. C'est un fonds de private equity. Ils sont très, très, très bons, hein, très, très bons en LBO, en investissement, dans les sociétés en côté. Ils ont vraiment un track record magnifique. 2024 a été plutôt mou parce que, bah, marché compliqué, dissolution, ils sont très franco-français. Bon, ils commencent à s'étendre un peu à l'international, mais pour l'instant, c'est quand même très, centré en France. Du coup, bon, alors croissance du chiffre d'affaires, ça a pas trop d'intérêt pour une holding. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est les multiples de PE. Il est très élevé. Voilà. Le résultat net, en fait, est plutôt faible sur, au décembre 2024. Bah, voilà, parce que l'année a été compliquée. Donc c'est pas une typologie d'investissement, value, il faut regarder, la rentabilité opérationnelle. Alors normalement, il faut avoir quand même un bon rendement des fonds propres en situation normale. Donc il faudrait plutôt regarder le rendement des fonds propres moyen sur IDI. Et ce qui compte, en fait, principalement, c'est le dividende. Donc ils ont une énorme trésorerie. Comme il n'y a pas d'opportunité d'investissement, il n'y en a pas eu trop sur 2024, ils se sont un peu réactivés, en juin de cette année pour faire des acquisitions. Bon, du coup, ils n'ont pas cramé tout le cash qu'ils ont au bilan, ils sont cash net et ils ont une montagne de cash. Donc, soit ils trouvent des opportunités d'investissement intéressantes, soit ils vont rendre un dividende, assez copieux aux actionnaires et c'est ce qu'ils font, hein, pour l'instant. 5,3%, c'est plutôt pas mal comme rendement. Après, il y a une décote de holding, évidemment. Alors là, c'est bon, c'est calculé par l'agrégateur de façon assez, uniforme entre toutes, les entreprises, mais il faudrait en fait, le groupe publie, sa décote de holding pour ses actionnaires et en ce moment, elle est plutôt basse cette décote, donc le multiple de prix sur, actifs nets réévalués est plutôt élevé, parce que, il y a beaucoup de cash au bilan, il y a pas d'opportunité, et pourtant, le marché n'a pas sanctionné l'entreprise en fait, à sa dernière publication puisqu'il sait que c'est compliqué, qu'il y aura un dividende spécial. Donc je pense que s'ils se mettent par contre à couper le dividende, à le baisser, là c'est sûr que, la décote de holding, va s'agrandir et que le cours de l'action va un peu baisser. Donc pour l'instant, c'est plutôt une année de transition sur IDI.
À ce stade, je pense qu'il vaut mieux pas être acheteur, hein. Moi, je la garde en portefeuille, c'est plutôt une thématique, très long terme, multi-bailleurs, mais ça prendra peut-être 10 ans, mais en tout cas, voilà, fonds de portefeuille dans mon cas personnel et sinon je recommande pas forcément, je pense pas que ça soit, intéressant de l'acheter maintenant. Laurent Perrier, on est sur le champagne, secteur en difficulté, on l'a dit précédemment, 634 millions de dollars de market cap, 4 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, sur 5 ans, on inclut, le cycle énorme post-déconfinement et le crash qui s'en est suivi. Donc, en fait, voilà, en moyenne, ça fait 4 c'est pas si mal. 10 en VE sur EBITDA, 12,5 en PE. Il n'y a pas de free cash flow. En fait, le problème des vins et spiritueux, c'est qu'il y a pas très souvent des free cash flow. Ils sont plutôt faibles parce qu'on a un coût en BFR qui est énorme à cause des stocks. Parce qu'on fait vieillir les liquides pendant. Ça dépend ce que vous faites, hein. Si vous faites du cognac, c'est long. Si vous faites du whisky, ça va être 8 à 15 ans. Donc ça a un coût évidemment, surtout avec des taux d'intérêt élevés. Donc il n'y a pas de free cash flow sur Laurent Perrier. Bon, on est pile sur la valeur des actifs tangibles. Il n'y a pas de marge de sécurité du coup. Il faudrait peut-être une meilleure marge de sécurité. 6,6%, allez, quasiment 7% vraiment du capital investi, c'est pas si mal. C'est quand même intensif en capital. On est sur un endettement qui est un peu lourd, hein. 2,7 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est élevé. Un dividende de 2,3% avec un payout ratio qui a l'air faible, sauf que les free cash flow sont négatifs. Donc, dividende versé à crédit. Sur Laurent Perrier, moi je pense que le timing n'est pas bon. Il faut attendre qu'il y ait une décote supplémentaire. Là, je pense que c'est encore trop risqué. Alors, gros bilan. Là, c'est bien. On est sur une entreprise familiale spécialisée dans l'emballage alimentaire, que ce soit plastique ou carton. Et ce qui est bien, c'est que c'est une activité défensive, hein, puisque leurs clients, ce sont les producteurs de fruits et légumes, de nourriture. Donc ça, c'est la consommation non discrétionnaire. Donc, ça assure un volume de commandes constant chez Groupe Dila. 631 millions de dollars de market cap, 5,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même une croissance qui est sympathique. Ils font des acquisitions, hein, avec aussi la croissance externe. 5 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 21 en presse free cash flow. Donc ils ont fait une dépense en capital un peu élevée hein, sur 2024. À voir pour 2025, je pense qu'elle ne sera pas aussi élevée. En tout cas, ça explique pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Voilà, maintenant, c'est une small cap. Il y a encore de la croissance, donc on continue à investir dans l'appareil productif. Donc ça veut dire qu'il dépense en capital. Et c'est normal pour la croissance future. Donc je pense que c'est plutôt ça. 8% vraiment les capitaux investis. C'est une bonne rentabilité pour une entreprise intensive en capital. 0 une fois les EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette. 3,4% de rendement du dividende avec un payout ratio à 34%, mais des free cash flow moitié moindre que les bénéfices nets. Donc en réalité, on a 70%. Malgré cela, on est sur un niveau qui est soutenable en termes de dividendes et c'est quand même déjà intéressant, hein, je trouve, à 3,4%. Alors, Guilain, c'est une bonne petite société value, familiale en plus. Elle est dans le fonds France d'indépendance AM. Bon, voilà. J'ai plusieurs facteurs qui font que c'est un bon dossier value et qualité. Quadient. Donc, on est sur l'ancien Neopost qui faisait les automates de poste. Maintenant, ils se reconvertissent, on va dire, ils font une transition vers de l'IT, du logiciel. Bon, 621 millions de dollars de market cap, toujours en décroissance sur 5 ans, hein. Le problème de la boîte, là, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Donc, pour l'instant, ça peine à venir, hein, les relais de croissance. 7 en VE sur EBITDA, 9 en PE, 6 en presse free cash flow. En revanche, c'est quand même value. Et c'est normal, il n'y a pas de croissance. La rentabilité est plutôt faible, 6,5. Alors, ça dépend. Pour l'activité traditionnelle, qui est assez quand même intensive en capital, c'est plutôt pas mauvais. Mais pour l'activité logicielle, je ne sais pas combien elle pèse, hein, mais je pense qu'elle est quand même encore assez petite. C'est pas énorme comme rentabilité. Bon, 3,1 fois les EBITDA en dette nette, ça, c'est trop endetté. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent faire un pivot vers une nouvelle activité, en même temps continuer à rémunérer l'actionnaire. Bon, ça fait de la dette, quoi, parce qu'il n'y a pas une énorme rentabilité et donc il faut alimenter la nouvelle activité et pour ça, faut endetter. À la limite, il vaudrait mieux qu'ils arrêtent les dividendes pour que la dette se stabilise un petit peu, quoi. En tout cas, on a 4,4% de rendement du dividende, un payout ratio qu'à 33% avec des free cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets. Bien, mais peut-être qu'ils devraient prioriser le remboursement de la dette. C'est peut-être un peu lourd à ce niveau. Donc, Quadient, j'ai du mal à trouver le dossier très intéressant. Tant qu'ils sont encore en train de faire un pivot vers une nouvelle activité et que la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous, quoi. Waga Energy. Donc là, on est sur un producteur d'énergie, 619 millions de dollars de market cap, énorme croissance, 48% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mais c'est de la croissance pas rentable pour l'instant.
Donc c'est vraiment encore une start-up, hein, je pense, même si c'est une small cap en termes de market cap, mais c'est une start-up. Il faudra y aller si on est intéressé, hein, c'est pas du tout un conseil à l'investissement, mais quand on aura franchi le seuil de rentabilité. Pour l'instant, ça reste trop spéculatif. SMCP, là, on est sur une belle histoire de recovery. Après, il paraît être quand même assez violente, hein, de descente aux enfers. Il y avait eu des problèmes avec l'actionnaire chinois. Donc, ça s'est résolu, j'ai l'impression. Enfin, dans ce que j'avais lu, il me semblait que ça s'était résolu. Donc, c'est plutôt bien. On est sur le textile, hein, plutôt premium d'ailleurs. On est sur 549 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui reste correct comme croissance. 6 en VE sur EBITDA, 30 en PE et un 2 en price to free cash flow. Bon, c'est pas du luxe, hein, ça se voit. Dans des multiples, la rentabilité est très faible. En fait, on est repassé en territoire positif que récemment, hein, donc ce qui peut rassurer. En revanche, c'est que les free cash flow sont énormes. Donc là, c'est plutôt de la dépréciation, en fait, il y a du non-cash qui vient d'impacter le résultat opérationnel et le résultat net. Donc, en termes de free cash flow, on est très rentable, hein. C'est normal, regarde, on se paye 2 fois le price free cash flow. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Après, il faudrait calculer un rendement des fonds propres, un rendement de free cash flow par rapport aux fonds propres. On n'a pas les capitaux propres ici, mais on pourrait retrouver ça. Et en fait, cette rentabilité est très bonne en termes de free cash flow. Donc, il n'y a pas de souci sur la SMCP. Par contre, il y a un petit point à surveiller, c'est l'endettement, hein. 2,7 fois l'EBITDA en dette nette, ça, c'est un peu trop. Alors, il faut voir s'il y a des loyers qui sont inclus là-dedans. Mais si on est vraiment à ce niveau-là, méfiance quand même. Ça reste un peu précaire comme situation. Il faudrait franchement passer en dessous de 2,5 pour commencer, moi, je pense, à avoir un dossier un peu moins dangereux, un peu plus sécurisé. Voilà pour cette liste. J'espère que cette revue de cette portion plutôt small cap de la côte parisienne vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.